On revient ce soir sur les interrogations, les inquiétudes même du camp démocrate aux États-Unis quant à la capacité du président américain Joe Biden à être candidat pour 2024, 2 semaines après son débat calamiteux face à Donald Trump qui a mis en lumière de manière cruelle ses faiblesses cognitives. Des voix continuent de s'élever pour l'appeler à jeter l'éponge. Hier encore, lors de sa conférence de presse en marge du sommet de l'OTAN, le président américain a commis de nouvelles bourdes. On va tout de suite l'écouter. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, that I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. Voilà donc pour ces deux bourdes. On en parle ce soir avec l'invité d'Au cœur de l'info, Pierre Bourgois. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, spécialiste donc des États-Unis et auteur par ailleurs d'un ouvrage paru l'an dernier, Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Tout d'abord, votre réaction après cette conférence de presse hier soir qui était très attendue, très scruté après le débat calamiteux d'il y a 2 semaines face à Donald Trump. On a bien vu, disons, les défaillances cognitives de Joe Biden. Alors, il y a eu ces deux bourdes sur lesquelles beaucoup de médias focalisent. Après, sur le reste, notamment les questions internationales, il a montré une certaine solidité. Quel bilan vous en faites ? Oui, en fait, depuis quelques jours, on voit bien qu'il y a une entreprise de la Maison-Blanche pour essayer de rassurer sur l'état de santé de Biden. Et cette conférence de presse était loin d'être anodine, puisque c'est une conférence de presse que le président Biden n'aime pas trop faire, sans prompteur, répondre de manière... Sans note, exactement. Alors, on peut dire, d'une manière générale, que c'est à la fois réussi et raté. Réussi, pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, sur le fond, il a su rassurer sur d'une part ses convictions, à savoir notamment défendre l'Ukraine, sur sa vision globale des relations internationales, de la politique étrangère américaine, qui semble plutôt claire. Là où évidemment ça pêche, c'est évidemment ces deux bourdes que vous avez évoquées. La première... Qu'est-ce que retient l'opinion publique ? Évidemment les bourdes, parce que c'est ce que le camp Trump d'ailleurs a mis en avant directement après. Trump s'est frotté les mains lorsque Biden a fait ses bourdes. Et donc finalement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que Biden a essayé de rassurer, il a été plutôt convaincant sur le fond, mais la forme éclipse tout en fait. Donc c'est la forme qui compte plus que le fond aujourd'hui aux États-Unis ? C'est ce qu'on peut regretter, c'est qu'en fait, d'une manière générale, ce qu'on observe en tout cas au cours de cette campagne, c'est que finalement on parle de procès, de santé de Biden, mais très peu de fond. Très peu de fond. De Trump, excusez-moi. Très peu de fond, en fait. Où sont les grands débats de politique économique, de politique sociale, de politique étrangère ? Ils sont relativement absents. Alors, on va y revenir. De nouvelles voix se sont élevées, je le disais, cette semaine, pour appeler directement, ouvertement Joe Biden à se retirer de la course à la présidentielle, parmi lesquels 2 sénateurs. C'était mercredi dernier. On sent un vent de panique soufflé de plus en plus au sein du camp démocrate. Division aussi sur la stratégie à adopter désormais ? Oui, ça a commencé d'abord au sein de la Chambre des représentants, notamment avec Lloyd Doggett, représentant du Texas. Puis petit à petit, ça s'est diffusé donc, au sein de la Chambre. Et maintenant, on a des sénateurs. Sénateurs notamment Peter Welch, donc, qui ouvertement a fait part, était le premier sénateur à ouvertement faire part de ses doutes et même à demander à Biden donc de se retirer. Et on a aussi, évidemment, on a souvent parlé là, ces dernières heures et derniers jours de George Clooney. Le monde culturel et médiatique commence aussi à s'y mettre. Il semble que là, la pression commence à s'intensifier. On se demande maintenant au sein de la Maison-Blanche si Biden va pouvoir tenir. On a donc des sondages qui sont réalisés pour savoir si Kamala Harris ferait mieux que Biden. Et c'est des études qui viennent de la Maison-Blanche elle-même. Donc là, on voit bien qu'au sein même du camp Biden, on s'inquiète. Avant d'évoquer Kamala Harris, vous évoquiez dans les colonnes du New York Times cette sortie de l'acteur George Clooney, très impliqué, on le sait, dans les levées de fonds pour le camp démocrate, qui réclame tout simplement un autre candidat. Le monde du cinéma, on le sait, est un relais médiatique et financier important pour ce camp. Cette sortie de George Clooney, ça a quelle
important? C'est purement symbolique ou vraiment ça peut avoir un impact problématique? Non, c'est loin d'être symbolique, parce qu'en fait, derrière George Clooney, c'est le monde de Hollywood. Alors, Hollywood, par exemple, il y a 2 ou 3 jours, avait déjà émis des doutes. Et en fait, là où vous l'avez très bien souligné, c'est que ce n'est pas tant George Clooney qui compte, c'est tout ce qu'il représente. Il représente cette élite culturelle, élite médiatique. Et si Biden commence à perdre cette élite culturelle, qui est très importante pour le Parti démocrate, aussi importante pour le Parti républicain, mais encore plus importante pour le Parti démocrate, là, on peut vraiment commencer à s'inquiéter dans le camp Biden. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il est fort probable que, suite à George Clooney, on ait Michael Douglas aussi, je crois, qui récemment il a relayé. Exactement. Donc, il est fort probable qu'on ait plusieurs personnalités importantes du sport, du showbiz, qui aussi commencent à en parler. Alors, parallèlement, lundi dernier, Adam Schiff, élu de Californie à la Chambre des représentants, a estimé, je le cite, que Mme Harris serait une présidente phénoménale. C'est aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, une alternative logique. Oui, mais Kamala Harris, pour l'instant, est très maligne puisqu'elle n'en parle pas. Elle maintient son soutien à Joe Biden. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de Kamala Harris, je ne sais pas si on va en parler, mais on a aussi d'autres prétendants. On va en parler. Voilà. Mais Kamala Harris, c'est finalement cette candidate naturelle déjà en tant que vice-présidente. Et alors là, par contre, où peut-être le camp démocrate s'inquiète un petit peu, c'est qu'elle se réveille un peu tard. Elle se réveille un peu tard. En tout cas, on parle d'elle un peu tard. On la propulse aussi. On la propulse pendant ces 4 années. En fait, elle a été relativement effacée liée à sa personnalité. Je pense que c'est une erreur de sa part. Je pense qu'elle avait plusieurs opportunités, notamment pendant le conflit israélo-palestinien. Elle aurait pu envoyer Joe Biden en difficulté face aux manifestations, notamment des campus américains. Elle aurait pu prendre et jouer une carte finalement différente de celle de Joe Biden. Je pense sa personnalité, elle a eu du mal à trouver sa place et finalement les choses arrivent peut-être un peu trop tard pour elle. C'est pas Joe Biden justement qui l'a mise aussi en tout cas en public, Joe Biden n'a jamais désavoué sa vice-présidente. Il la soutient encore récemment. Il l'a fait lors de sa bourde justement où il l'a confondu avec Trump. Il voulait mettre en avant le travail de Kamala Harris. Je pense qu'elle-même a fait l'erreur de ne pas suffisamment se mettre en avant. Elle est aussi très critiquée, à certaines faiblesses. Quelles sont-elles ? Les faiblesses, c'est principalement, alors sur le plan notamment sociétal, elle est jugée par certains pas assez à gauche. On sait que le camp démocrate est tiraillé par cette aile modérée et cette aile très très à gauche. Et Kamala Harris, en fait, a eu du mal à se positionner. Elle est restée sur une forme d'entre-deux. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais de carte à jouer, parce que je pense qu'elle aurait pu être le pendant de Joe Biden auprès de la jeunesse. Elle n'a pas réussi à le faire. Donc, je pense qu'elle est peut-être un peu trop modérée par rapport à une partie importante de l'électorat démocrate. Et ses atouts ? Ses atouts, alors on dirait aux États-Unis parce que c'est une femme, ça compte évidemment beaucoup. Aussi qu'elle est issue donc des minorités. Le fait aussi qu'elle apporte une vision nouvelle en termes économiques, notamment. On dit souvent que c'est elle qui a murmuré à Biden les entreprises d'injection beaucoup de dollars en fait dans l'économie américaine. Donc sur le plan économique, voilà, on peut dire qu'elle joue une corde un petit peu différente de celle de Biden. Mais d'une manière générale, elle est quand même alignée avec les grandes politiques de Biden. Alors si ce n'est elle, en alternative, qui d'autre ? On pense évidemment au gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui publiquement lui aussi fait toujours part d'un soutien solide pour Joe Biden, mais on sait très bien qu'il n'attend que ça, évidemment. On pense à des personnalités. Alors, on a souvent cité Michelle Obama. Moi, je ne pense qu'elle ne veut absolument pas y aller. Le gouverneur du Michigan. Gouverneur du Michigan, évidemment. On pense à voilà, une multitude en fait de personnalités qui sont plutôt relativement inconnues auprès de l'électorat américain. Je pense que c'est aussi Josh Shapiro, par exemple. Mais d'une manière générale, je pense que c'est la vice-présidente ou Gavin Newsom qui se positionnerait en tout cas comme figure relativement naturelle si Biden se retirait. Joe Biden, en tout cas, s'accroche pour le moment. Pourquoi ? Pourquoi ? Il estime être toujours le plus à même de battre Donald Trump ? C'est ce qu'il dit. Il dit « je l'ai battu une première fois, pourquoi pas une seconde fois ?» Je pense qu'en fait, derrière tout ça, il y a aussi que Joe Biden... Bon, il ne le dit pas comme ça, évidemment, mais c'est une mort politique qui s'ensuit par la suite. Parce qu'à 81 ans... Là, s'il se retirait, partirait comme un prince. Comme un prince, certains disent avec un bon bilan, exactement, notamment économique. C'est ça. Certains disent que s'il se retire maintenant, il peut paraître comme un président ayant réussi ses 4 ans de mandat, etc. Mais en fait, il faut resituer dans le contexte. Le camp démocrate, depuis 4 ans, en fait, met en avant le fait qu'ils ont sauvé la démocratie.
sauver la démocratie par rapport à Donald Trump et à l'assaut du Capitole. Donc pour Joe Biden, partir, c'est aussi dire je baisse les bras face au combat pour sauver la démocratie. D'autant plus qu'il y a les crises internationales, j'ai parlé du conflit israélo-palestinien, de l'Ukraine, et Joe Biden a toujours mis en avant cette idée d'un président qui agit pour préserver l'ordre international, préserver la démocratie à l'intérieur et la démocratie à l'international. Et donc pour lui, c'est une forme donc d'aveu d'échec de partir. Et je pense qu'il en fait une affaire personnelle. Alors cette éventualité est encore très hypothétique, mais si finalement il se retire, la convention démocrate du mois d'août serait, comme on dit, une convention ouverte. Comment ça se passerait? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs scénarios. Il peut y avoir une démission du président en tant que tel. Il peut y avoir un renoncement. On peut même d'ailleurs imaginer que Joe Biden soit confirmé dans la convention et qu'après, quelque chose au niveau de sa santé se dégrade et quelque chose très bien imaginé. Enfin, tous les scénarios sont sur la table. Bon, je pense que de toute façon, si les choses doivent se décider, elles seront décidées en amont. Je pense que Joe Biden, de toute façon, a déjà des échos de certains de ses conseillers qui lui parlent des scénarios envisageables. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura une grosse surprise le jour de la convention. Entre les ennuis de santé de Joe Biden et les ennuis judiciaires, cette fois de Donald Trump, on parle peu des programmes, au final. Oui. C'est problématique, ça aussi. Moi, je pense que c'est un élément qui montre la crise de la démocratie américaine. Il est normal dans une démocratie d'être clivé. C'est même sain. La démocratie est définie par le clivage idéologique et politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le clivage entre le camp démocrate et le camp républicain se fait sur fond d'affaires, sur fond d'état de santé. On a les déclarations de Donald Trump qui parlent de parties de golf, etc. Où sont, je le disais tout à l'heure, où sont les grands débats, même caricaturaux, mais peu importe, des débats de fond qui permettent de diviser les deux camps. Je trouve ça dommage en fait que cette démocratie américaine en soit arrivée en fait à attendre une convention pour savoir si oui ou non un président se maintient. Et c'est vrai que c'est assez triste. Je trouve que c'est un beau symbole du déclin américain. Pierre Bourgois, par rapport à notre conversation, vous avez voulu revoir des archives du retrait américain d'Afghanistan à l'été 2021 qu'on va pouvoir revisionner dans quelques instants sur notre antenne. Pourquoi dans le cadre de cette conversation qu'on a ce soir sur cette campagne à la présidentielle de 2024, vous avez voulu revoir cet épisode. En quoi cela fait écho à l'actualité aujourd'hui? Alors pour plusieurs raisons, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, juste avant, c'est-à-dire qu'on parle très peu de sujets de fond. Et je trouve que parler des questions... C'est quoi? C'est la place des États-Unis dans le monde? Exactement, la place des États-Unis dans le monde. Et ça rejoint un second point qui est qu'on parle souvent du bilan économique de Joe Biden, mais très peu de son bilan en termes de politique étrangère, qu'on peut adouber ou critiquer. C'est vrai que on oppose souvent ces deux présidents, mais sur ce point, sur l'Afghanistan, les deux présidents ont été plutôt en forme de continuité. Pourquoi? Parce que c'est Trump qui, en 2020, signe l'accord à Doha avec les représentants talibans pour quitter le pays. Et Joe Biden, lorsqu'il arrive au pouvoir, pouvait très bien démanteler cet accord et dire non, nous restons en Afghanistan. Et finalement, il a été assez content de poursuivre ce retrait américain, un retrait américain qui est qui s'est fait de manière catastrophique. On se rappelle des scènes exactement précipitées. Et finalement, je voulais montrer cet extrait. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a une forme de continuité aussi dans la politique étrangère menée par les deux présidents. Évidemment, ils ont des visions du monde complètement différentes, mais à travers ces deux présidents, on a quand même une Amérique qui refuse d'endosser ce rôle de gendarme du monde. Joe Biden continue pourtant de soutenir l'Ukraine. Il a encore annoncé récemment, lors du sommet de l'OTAN, qu'il allait envoyer des systèmes antimissiles à Zelensky. Pourtant, d'une manière générale, on voit bien que l'Amérique n'a plus les moyens de ses ambitions. Un déclin finalement qui s'est entamé à la fin du mandat de George W. Bush, qui s'est poursuivi sous Obama, accentué sous Trump. Et on voit que Biden, s'il parle différemment de Donald Trump, dans les actes, l'Afghanistan en est un exemple, n'a plus en tout cas la capacité de maintenir ce leadership américain. Et en termes de leadership, peut-être une dernière question. Pourquoi cette incapacité à renouveler, disons, les leaders américains, tant côté démocrate que républicain? On peut dire peut-être le poids des partis politiques qui, vous savez, quand vous êtes un leader, en tout cas donc président, les deux ont été présidents et l'un l'est encore, vous avez une mainmise totale sur votre parti. Une mainmise totale, on le voit avec Donald Trump. Lorsque Donald Trump est investi par le parti républicain, donc en 2016, il est très critiqué. Il y a des Never Trump, donc un mouvement de républicains qui s'opposait à la ligne de Trump, notamment isolationniste en politique étrangère, ou en tout cas jacksonienne en politique étrangère. Et pourtant, on voit bien que petit à petit,
Trump a réussi à mettre sa main sur le parti. Et maintenant, beaucoup de personnes, en fait, se sentent soit complètement étrangers au parti républicain, soit même certains ont rejoint le parti démocrate. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes une personnalité, notamment un président en l'occurrence, importante de votre parti, vous arrivez à mettre la main sur votre parti et à dicter la ligne idéologique du parti. Merci infiniment Pierre Bourgois d'avoir répondu ce soir à nos questions. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.